Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée. Il y a la une de ce mardi 13 décembre. 49 chefs d'État africains sont attendus par Joe Biden pour l'ouverture du second sommet États-Unis-Afrique. Un sommet qui doit rapprocher l'Amérique du continent, jugé comme essentiel sur d'innombrables sujets. Après le massacre de Kichiché fin novembre en République démocratique du Congo, des survivants parlent et racontent comment les rebelles du M23 ont massacré leurs proches. Et nous nous rendrons également en Guinée où le procès du massacre du 28 septembre se poursuit avec l'audition hier de l'ancien dictateur Moussa Dadi Camara qui nie les faits et crie au complot. Je vous le disais, c'est aujourd'hui à Washington que s'ouvre le deuxième sommet États-Unis-Afrique, un sommet auquel ont été conviés une cinquantaine de chefs d'État africains pour parler entre autres de sécurité, d'économie, de santé ou encore de changement climatique. Aymeric Torignon. Les États-Unis et l'Afrique côte à côte pour relever les nouveaux défis qui s'imposent au monde. C'est l'objectif visé par Joe Biden à travers ce sommet qui s'ouvre ce mardi à Washington, D.C. 8 ans après le premier sommet du genre, le président américain dresse à nouveau le tapis rouge à l'Afrique. Le sommet, pour prendre un peu de recul, est ancré dans la reconnaissance que l'Afrique est un acteur clé de la géopolitique. Le continent déterminera l'avenir non seulement du peuple africain, mais aussi du monde. Le président Biden estime que la collaboration des États-Unis avec les dirigeants africains, ainsi qu'avec la société civile, les chefs d'entreprise, la diaspora, les femmes et les jeunes, est essentielle pour libérer le potentiel de cette décennie décisive. La lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, la santé ou encore l'économie seront au cœur des discussions de ce sommet qui réunit près d'une cinquantaine de dirigeants africains autour des officiels américains. L'événement va durer 3 jours et devra permettre de booster les relations entre les États-Unis et le continent après le règne de Donald Trump qui, au cours de son mandat, n'a pas caché son désintérêt pour l'Afrique. Au moment où d'autres puissances économiques comme la Chine et la Russie gagnent de plus en plus du terrain sur le continent africain, l'administration Biden remet l'Afrique au cœur de sa politique internationale. La veille du démarrage de ce sommet, la Maison-Blanche a fait une annonce forte. Elle promet de consacrer une cinquantaine de milliards de dollars à l'Afrique les 3 prochaines années. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis s'engageront à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années dans un large éventail de secteurs afin de relever les principaux défis de notre époque. Ces fonds seront en particulier consacrés à la santé et à la réponse aux effets du changement climatique sur le continent, a déclaré le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Les détails de la répartition de cette manne financière seront donnés certainement au cours du sommet. L'étape attendue de cette réunion sera l'intervention du président américain Joe Biden, prévue pour mercredi et jeudi. Et en marge de ce sommet, une table ronde organisée par Milken Institute Invest Afrique US a eu lieu hier en toute discrétion avec cette question: comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution des problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. Une table ronde à laquelle plusieurs chefs d'État africains étaient conviés, dont le président camerounais Paul Biya, qui à cette occasion a lancé un plaidoyer pour la mise en place d'un marché africain des capitaux afin de mettre en œuvre des financements adaptés aux besoins des pays du continent. Je vous propose de l'écouter. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique.
L'agence de presse internationale Reuters a révélé hier de nouvelles atrocités commises par l'armée nigériane sur des civils. Ces révélations font suite aux annonces de l'agence la semaine dernière sur un programme visant à mettre fin aux grossesses d'anciennes captives kidnappées et violées par des militants islamistes. Des accusations que rejette le gouvernement nigérian qui affirme qu'il n'existe pas de programme d'avortement secret, systématique et illégal. En République démocratique du Congo, le massacre de Kishiché fin novembre, où au moins 131 civils ont été exécutés par balle ou à l'arme blanche, serait, selon une enquête préliminaire de l'ONU rendue publique jeudi, due à la rébellion du M23, des accusations que confirment les rescapés de ce massacre qui ont trouvé refuge dans un camp de déplacés. Soukaina Skali. Il serait au moins 131 civils à avoir été massacrés par des rebelles du M23, dont 17 enfants. Fin novembre, pour leur échapper, certains ont dû marcher des kilomètres depuis leur village de Kishiché jusqu'au camp de Mugoté, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions dans l'église quand nous avons entendu des tirs. Ceux qui avaient peur ont fui dans la forêt. J'ai pris mon enfant et je me suis enfui vers l'école qui se trouve à côté de la brousse. En retournant au village, quand le calme est revenu, je suis passé à côté de l'église et puis la brousse. J'ai suivi la rivière pour me rendre à Kirima. Selon les responsables du camp de Mungoté, 4000 rescapés sont assis ici et chaque jour, son lot de témoignages. J'ai vu 9 corps par terre. Quand je suis arrivée à Kirima, on nous a dit que beaucoup de personnes sont mortes à Kishiché. Dans une enquête préliminaire rendue publique le 8 décembre dernier, l'ONU accuse les rebelles du M23 d'être à l'origine de la tuerie de masse. Nous croyons que cette guerre était entre l'armée et les M23. Mais quand les M23 envoyés par Kagame sont arrivés à Kishiché, ils ont tué des civils et ça nous fait peur. Qu'ils veulent maintenant prendre nos terres. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a demandé l'ouverture d'enquêtes internes et internationales pour considérer cette attaque comme un crime de guerre. En Guinée, le procès du 28 septembre se poursuit et hier, lundi 12 décembre, c'était au tour de Moussa Dadi Camara, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque du massacre, de comparaître. Et sans surprise, il a commencé par nier ses responsabilités avant de crier au complot. Les explications avec Mathieu Nicolas. Dans le box des accusés face à ses juges, Moussa Dadis Camara, l'ex-chef d'État guinéen, se défend. Moussa Dadis Camara plaide non coupable et rejette toute responsabilité dans le massacre du 28 septembre. L'ancien président se dit même victime d'un complot. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. À la barre, le capitaine Camara, sous lequel l'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire contemporaine de la Guinée a eu lieu, a dit s'incliner devant la mémoire des victimes. Mais il refuse de demander pardon pour les faits. Son avocat explique que son client n'a jamais donné l'ordre d'aller au stade pour briser la manifestation. Notre ligne de défense est très claire. Le président Dadis ne s'est pas rendu au stade. Il n'a donné de l'ordre à personne de se rendre au stade et Toumba même l'a affirmé qu'il ne peut pas aller au stade sous l'ordre du président Dadis et aucun des accusés qui a défilé à cette barre n'a démontré ou n'a dit que le président Dadis lui a envoyé au stade ou lui a donné des moyens pour commettre des infractions au stade. La déposition du capitaine Camara a été l'un des moments les plus attendus du procès. Les habitants de la capitale se sont pressés devant les écrans dans les supérettes ou devant les kiosques. Mais difficile de savoir s'ils se sont laissés convaincre par la ligne de défense de l'ex-président. La Cour, quant à elle, devra répondre à la soif de justice des victimes et de leurs familles.
Au Sénégal, les talibés, ces enfants de rue qui errent au petit matin pour mendier avant de retourner dans leur école coranique la nuit venue, doivent être une priorité pour l'État, selon Amnesty International, qui s'inquiète du manque de volonté des dirigeants politiques de protéger ces enfants. Pour l'Organisation de défense des droits humains, répertorier et cartographier ces écoles coraniques est une nécessité pour évaluer le nombre d'enfants, mieux contrôler ces lieux et les chefs religieux qui les dirigent. Tout autre chose maintenant, il ne vous aura pas échappé que dans moins de 2 semaines, nous fêterons Noël, même si à Yaoundé, au Cameroun, on n'a pas attendu pour vibrer au rythme des préparatifs de Noël et de la Saint-Sylvestre. Mais avec l'augmentation des prix des jouets, de l'alimentation et des produits de première nécessité, le panier de la ménagère cette année risque d'être un peu moins généreux que les années précédentes. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Dongo et Cyril Guichoy. Dans cet espace marchand à la Belle Étoile, les articles de Noël ont occupé la majorité des rayons. Cependant, les clients se font rares, les prix des jouets ont été revus à la hausse, les poupées sont accessibles à partir de 8 000 francs CFA. Ils nous disent que la douane a augmenté parce que nous on demande pourquoi les choses sont tellement devenues chères. Puisque l'article comme celui-ci que je prenais peut-être à 8 000 l'année passée, on me revend ça aujourd'hui à 10 000. Vous pensez que le parent pourra payer ça à combien? Ça devient déjà un peu difficile. Ouais, les articles peut-être qu'on payait peut-être à 1 000 francs, comme celui-ci. On payait ça l'année passée à 5 000. Aujourd'hui, on nous vend ça à 7 000. Donc, vous voyez qu'on met 2 000 par article. Et des petits articles comme ça, on ajoute 200, 300. Vous voyez que ce n'est pas évident pour un parent. Tout près, cette commerçante spécialisée dans la vente des vêtements qui s'impatiente. Tout le monde pleure que ça ne donne pas. On va alors faire comment? Nous-mêmes qui vendons, on ne s'en sort pas. Les parents qui viennent nous faire la recette ne s'en sortent pas. Le parent veut l'habit, peut-être une jupette comme ça là. Peut-être l'année passée, on pouvait vendre une jupette comme ça à 1 500. Mais le parent te dit que j'ai 1 000 francs, j'ai 500. On est obligé de faire avec. En cette veille de fin d'année, les équations sont complexes pour les ménages. Il va falloir revoir son portefeuille et limiter les dépenses. Au-delà des jouets, les prix des produits agroalimentaires et des produits de première nécessité ont également grimpé sur le marché. Les enfants ne parviennent plus à prendre le petit déjeuner normalement parce que le pain déjà a diminué de volume. L'huile est déjà devenue trop chère au marché, c'est pas évident du tout. Je cherche un peu dans les brocantes comme ça, dans les petits marchés pour trouver quelque chose de meilleur, de bon marché parce que je n'arrive pas à payer dans des grandes surfaces. Parce que dans les grandes surfaces, il faut avoir beaucoup d'argent pour payer. Face à la conjoncture internationale actuelle, les parents payent le lourd tribut car la plupart des articles de Noël sont importés. L'une des raisons qui pousse le gouvernement à se tourner vers la politique d'import-substitution, inscrite dans la loi des finances 2023, cette mesure vise à valoriser davantage les produits du terroir. À Montréal, la COP 15 se poursuit et il faut bien l'admettre, le bilan à mi-parcours est plus que faible étant donné qu'aucune avancée majeure n'a été enregistrée tant sur la question brûlante du financement entre Nord et Sud que sur l'objectif phare de protéger 30% de la planète. Si la chef de la Convention sur la diversité biologique, Elisabeth Rema, se réjouit de voir que les discussions se poursuivent, elle a aussi regretté que le chemin pour arriver à un accord est encore long et semé d'embûches. On l'écoute. Je suis optimiste à présent. De bons progrès ont été réalisés. Pour ceux qui étaient présents à la plénière il y a 2 ou 3 jours, environ 23 décisions ont été adoptées durant cette COP et d'autres sont prêtes maintenant. Globalement, on peut dire que les progrès sont encourageants. Mais si on se penche plus particulièrement sur le cadre mondial pour la biodiversité, les négociations sont encore une route semée d'embûches. Je pense que nous avons toujours l'espoir que d'ici le 19 décembre à minuit, il devrait y avoir un accord sans qu'il soit prévu de prolonger au-delà. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa, tout proche de la destitution. Au Mali, 9 soldats tués et 62 terroristes neutralisés. Et au Maroc, une touriste française morte cette nuit des suites de ses blessures. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. Embourbé dans un scandale de fraude, le président sud-africain est menacé par le spectre d'une procédure de destitution. Réuni en session extraordinaire ce mardi, le Parlement sud-africain doit décider si oui ou non il y a matière à engager une procédure contre le chef de l'État sud-africain. Si plus de 50% d'entre eux jugent que l'affaire de cambriolage qui le poursuit est suffisamment grave, alors une procédure de destitution sera lancée.
Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir caché à la police et au fisc un cambriolage de 580 000 $ dans une de ses propriétés, le fruit de la vente de vin buffle, affirme Cyril Ramaphosa. De l'argent sale, selon la plainte qui a fait éclater le scandale en juin. Cette affaire tombe mal pour l'actuel président sud-africain. Le Congrès national africain, son parti, doit désigner vendredi son prochain leader et potentiel futur chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2024. Cyril Ramaphosa, qui n'est pour l'heure pas inculpé, a déposé un recours auprès de la plus haute juridiction du pays pour faire invalider le rapport l'accablant. Au Mali, 9 soldats ont été tués et 62 terroristes ont été neutralisés au cours du mois de novembre lors des opérations aéroportées, aéroterrestres, des patrouilles et des missions d'escorte dans les régions de Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nara, Pouchala et Sikasso. Information divulguée par l'armée malienne. Accusée des actions lors de ces opérations, l'armée malienne a réfuté les accusations de violation des droits de l'homme qui la visent elle et ses supplétifs du groupe privé paramilitaire russe Wagner. Le porte-parole de l'armée qualifie ces accusations de communication négative visant selon lui à semer l'amalgame entre les populations et ses forces de défense et de sécurité. Au Maroc, une touriste française est décédée dans la nuit de lundi à mardi des suites de ses blessures. L'octogénaire et son mari ont été agressés sans raison apparente par un déséquilibré à Moulay Bousselem dans la province de Kénitra, près de Rabat, à coups de pierre. Le mari, également octogénaire, est dans un état stable. Les Français sont de loin les touristes étrangers les plus nombreux à visiter le Maroc. Le 15 janvier dernier, une touriste française de 79 ans avait été assassinée à l'arme blanche sur un marché de Tisnit, près d'Agadir, dans le sud du Maroc. La justice marocaine avait écarté la piste terroriste, concluant à l'irresponsabilité pénale du meurtrier en raison de troubles mentaux et ordonnant son internement dans un hôpital psychiatrique. Dans l'affaire de corruption qui secoue le Parlement européen, Eva Kaili, sa vice-présidente, soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour défendre les intérêts de l'Émirat, a été écrouée dimanche ainsi que 3 autres personnes. Si pour la présidente du Parlement européen, cette affaire est une attaque contre la démocratie, pour d'autres, c'est un séisme parlementaire. Explication Mathieu Nicolas. Le Parlement européen sali par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. C'est ce que révèle une enquête de la justice belge. 5 personnes seraient impliquées, dont la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, arrêtée vendredi et écrouée dimanche dans la capitale belge. Des soupçons très graves selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En effet, les allégations contre la vice-présidente du Parlement européen sont très sérieuses et nous savons qu'elles soulèvent de sérieuses préoccupations car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité au-delà de ces normes élevées. Selon l'enquête, d'importants versements d'argent auraient été effectués par le pays organisateur du Mondial 2022 pour influencer la politique européenne. Le parquet fédéral a confirmé l'inculpation pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Au total, 16 perquisitions ont été effectuées, 600 000 € en liquide, du matériel informatique et des téléphones portables ont été saisis. Il y a quelques jours, des images montraient Eva Kaili défendre le Qatar devant le Parlement. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du système Kefala, l'introduction du salaire minimum, malgré les difficultés que même les entreprises européennes nient pour faire appliquer ces lois. Depuis l'annonce du scandale, les réactions se multiplient. Eurodéputés et députés nationaux y vont de leurs commentaires. En France, Yannick Jadot appelle à la création d'une commission d'enquête. En Grèce, pays d'origine de la vice-présidente, le Parti socialiste a décidé d'écarter Eva Kaili et ses avoirs ont été gelés. Et toujours au sujet d'Eva Kaili, nous avons appris ce matin que le Parlement avait voté quasiment à l'unanimité le retrait de ses fonctions en tant que vice-présidente.
C'est aujourd'hui à Paris que la communauté internationale se réunit pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. L'occasion pour Emmanuel Macron de rappeler à tous l'objectif de la Russie de Vladimir Poutine, plonger le peuple ukrainien dans le noir et le froid. On l'écoute. L'idée, c'est de mettre autour de la table, on l'évoquait à l'instant, beaucoup de pays qui d'ailleurs ont eu parfois un rôle plus distant, qui ne sont pas au cœur de l'aide ou du soutien, parce que là, on aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Donc vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important et ça a été la demande du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid la population. Et il est l'heure à présent d'ouvrir notre page du mondial. Et c'est ce soir que se jouera la première demi-finale, une demi-finale qui opposera l'Argentine de Léo Messi aux Croates de Luka Modric. Et du côté des Croates, qui, je vous le rappelle, étaient finalistes en 2018 face à la France, l'objectif est clair, rendre leurs supporters fiers et heureux en se qualifiant une nouvelle fois pour la finale. On les écoute. Je ne pense pas que nous aurons un plan spécial sur la façon d'arrêter un seul joueur, parce que c'est une équipe composée de très bons joueurs. Donc, nous ne nous concentrerons pas uniquement sur un seul d'entre eux. Nous voulons rendre notre peuple heureux. Nous voulons rentrer chez nous fiers et la tête haute. Je pense que c'est aussi ce que veulent les Argentins, mais nous sommes un petit pays avec un grand cœur. Pour les Argentins, cette demi-finale est l'occasion de continuer à croire en leur rêve de devenir champion du monde avec Léo Messi, qui prendra probablement sa retraite internationale après ce mondial. Mais avant d'accéder au Graal, les joueurs de l'Albiceleste savent qu'un match difficile les attend. J'ai conscience que c'est une grande équipe avec de grands joueurs et surtout, ils donnent l'impression d'être une vraie équipe. Et c'est ce qui compte le plus. Ça va être un match difficile. Et demain, ça ne vous aura pas échappé, une autre demi-finale se jouera, celle qui opposera la France et le Maroc, la France au Maroc. Et pour l'occasion, Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha pour acheminer les supporters marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée. Et on reste au Maroc, plus précisément à Rabat, où s'est ouvert le week-end dernier la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique, le FIMA. Des dizaines de créateurs sont venus des 4 coins de l'Afrique pour montrer leurs collections et mettre en avant la culture et l'art africain. Télésud était partenaire du FIMA et forcément nos équipes étaient sur place. Elisabeth Bouteiller, Maria Aïtourian. La 14e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, a eu lieu le week-end dernier à Rabat, la capitale de la culture africaine, jusqu'en mai 2023. Un festival créé par le grand styliste nigérien Alfadi. Le FIMA, qui se tient habituellement au Niger, est délocalisé une fois de plus au Maroc, après une première expérience en 2018 à Dakhla, dans le sud marocain, à l'invitation des autorités locales. Le FIMA a en effet pour principaux objectifs la promotion d'une industrie des arts et de la mode, le développement des savoir-faire artisanaux ou encore faire de l'Afrique un hub de l'industrie de la mode, des arts et de la culture. Montrer ce dynamisme que les Africains ont ensemble de collaborer pour montrer que la mode est un levier de développement incroyable. On peut créer par la mode, par le textile, par la bijouterie, on peut créer des millions d'emplois. On l'a fait dans les pays anglophones. Il n'y a pas de raison que les pays francophones aussi le fassent. Nous avons besoin de l'appui des politiques, on a besoin de l'appui des grands financiers pour accompagner cet art. D'où les colloques qui se font aujourd'hui ici. Comment financer la mode? Très important. Comment protéger nos matières premières et nos modes et nos créateurs? Comment éduquer nos enfants? Donc nous sommes en train de... C'est pas que les enfants qu'on éduque la mode, les créateurs africains et les créateurs du monde. Mais l'Afrique est un continent d'1,3 milliard d'habitants qui achètent l'Europe, qui achètent l'Amérique. Mais pourquoi pas que l'Afrique habillée par les Africains et que l'Afrique aussi doit acheter aussi africain. L'Afrique est un continent, on ne doit plus banaliser
réaliser. On n'est pas des gens qu'on copie et après on leur ramène des déchets sur le continent africain. Nous voulons montrer la beauté. Le luxe africain existe, mais le luxe africain a besoin de finances. Et le finance, on doit le faire, on doit le trouver. Al-Fadi a été nommé en 2016 artiste de l'UNESCO pour la paix. Il s'investit pour l'unité et la dignité du continent à travers la valorisation de la culture. Cette année, 380 stylistes étaient candidats au concours des jeunes créateurs et ont fait défiler plus de 500 mannequins du continent. Pour le FIMA, 30 créateurs sont venus de 30 pays et ont exposé leurs collections et les textiles africains. Le créateur et fondateur du festival, Al-Fadi, a ouvert la finale du défilé de clôture. En guest star de ces défilés, il a invité Miss Monde Afrique 2022, Olivia Yassé. Les femmes africaines ont tellement à apporter et les femmes, les hommes, juste les Africains en général, tellement de créativité, tellement de talent à apporter au monde et comme on dit, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc je pense que c'est très important et je pense que l'Afrique aura encore plus de représentation dans le futur, dans le monde de la mode. La top modèle Noémie Lenoir était l'invitée d'honneur de cet événement qui a duré 4 jours. Elle est une fidèle amie du couturier nigérien Al-Fadi. Voilà, c'est avec ces belles images que l'on se quitte. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À demain. Bonne journée à tous. Au revoir.